Hello and welcome everyone. I'm Colleen Ferris, Bonjour, Director. bienvenue tout le monde. Je m'appelle Colleen Ferris, directrice des innovations et du développement stratégique chez Healthcare Excellence Canada et j'ai le plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. C'est un plaisir de voir autant d'entrevues. Je sais qu'il y en a beaucoup de webinaires que nous avons préparés au niveau de Excellence en Santé Canada comme organisation qui a été lancée en 2021 et qui se consacre sans relâche à l'amélioration des soins de santé avec et pour tout le monde au Canada. J'aimerais commencer par vous rappeler que nous nous réalisons sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis toujours. En particulier, je reconnais que j'anime ce webinaire depuis Ottawa, en Ontario, le territoire des peuples algonquins. Pour commencer, nous vous invitons à partager votre introduction et votre reconnaissance des terres dans le chat. Veuillez noter que cette séance est enregistrée. Nous avons le plaisir de proposer une interprétation simultanée en français pour cette séance. Veuillez sélectionner le français dans le menu d'interprétation en bas de votre écran pour écouter l'audio en France. Si vous avez besoin de l'aide à n'importe quel moment, vous pouvez contacter le service d'assistance technique en utilisant la boîte de clavardage ou la fonction chat. Les participants de langue anglaise peuvent choisir de voir les transcriptions en sous-titres générés automatiquement en cliquant sur le bouton CC Show Captions dans le menu Zoom. Les sous-titres en français ne peuvent pas être visionnés en direct, mais nous avons le plaisir de mettre à disposition des sous-titres en anglais et en français dans les enregistrements disponibles plus tard. Je suis Colin Ferris avec mes collègues Bill Callery, Megan Sabine qui sont présents aujourd'hui et dans les coulisses, Sheena Sherwood et Gina Peck et Esther Noël. Cette séance d'aujourd'hui a été conçue pour aider à préparer les équipes pour le défi d'engagement, le mini défi de l'engagement avec les plans d'engagement qu'ils peuvent ensuite soumettre pour avoir une chance de gagner un prix de 5 000 $. Nous avons d'excellents présentateurs aujourd'hui qui nous guideront dans cette séance virtuelle où nous allons examiner en profondeur le retour sur l'investissement lié aux stratégies de rétention et la manière d'utiliser ces informations pour s'engager avec la haute direction à soutenir la réussite et durabilité de vos initiatives. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui deux invités spéciales, Raylene Douglas, PDG de Ray Soleil Consulting et Suzanne Schell, PDG de l'Institut ROI du Canada. Raylene apporte avec elle plus de 20 ans d'expérience dans la conduite d'initiatives de transformation et de changement à grande échelle au niveau du ministère des Finances de Saskatchewan, tandis que Suzanne, en tant que partenaire canadien de l'Institut ROI, a réussi à apporter la méthodologie du ROI aux organisations de soins de santé, aux hôpitaux et au système à travers le pays. La séance d'aujourd'hui va fournir du contenu et des outils pour des stratégies efficaces afin d'engager la haute direction dans ces initiatives de changement visant à soutenir et à retenir la main-d'œuvre. On aura des séances de questions-réponses pendant cette séance pour vous permettre de poser des questions, recevoir un soutien du personnel en plus de la part de Raylene et Suzanne lorsque nous allons arriver dans la deuxième partie de ce défi. On laisse un peu de temps vers la fin pour passer en revue et partager les opportunités à venir. J'ai aussi le plaisir de souhaiter beaucoup des coachs, en plus des juges qui ont et continuent à soutenir ce processus de revue et de classer les soumissions pour chaque opportunité de prix. Un rappel que ESC ne réalise pas ce programme seul. Nous avons un certain nombre d'organisations qui nous soutiennent, qui aident à la promotion, au marketing, l'évaluation, au coaching et le programme d'études. Elles jouent un rôle essentiel dans notre diffusion en faisant connaître ce défi à travers leur réseau et à livrer ce défi en participant de différentes manières. Et nous avons maintenant plusieurs organisations qui nous aident à parcourir ce processus. Et au 21 décembre 2023, au mois de décembre 2023, on avait au total 126 équipes d'inscrites
avec des équipes inscrites dans chacune des provinces de la Colombie-Britannique à la Terre-Neuve et dans tous les secteurs, y compris les soins hospitaliers de longue durée et les soins primaires et communautaires et les équipes de santé mentale. Les équipes continuent à s'inscrire jusqu'à la fin du mois d'avril et nous allons continuer à recruter ou cibler des équipes. Maintenant, sans plus attendre, j'aimerais passer la parole à nos oratrices invitées aujourd'hui. Donc, c'est à vous, Suzanne et Raylene. Bonjour tout le monde. Raylene Douglas ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, parfait. Donc, Suzanne et moi-même, on a allumé nos caméras. Il y en a beaucoup d'entre vous en ligne. C'est un plaisir de voir cette représentation d'après à travers le pays et nous sommes ravis de vous donner des informations sur le retour d'investissement et comment communiquer ces informations à votre haute direction, non seulement pour les avantages tangibles et non tangibles que vous avez déjà suivis au niveau de vos défis de leadership, mais aussi l'impact financier au niveau de votre haute direction aussi. Donc, voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, voilà un peu l'ordre du jour de notre matin ce matin. On va vous donner beaucoup d'informations, mais je vais commencer par aider à identifier le problème auquel on fait face. Qu'est-ce qu'il a pour moi? Donc, il y a un peu de ces langages ici qui n'ont pas été bien traduits en anglais, mais la haute direction veut savoir qu'est-ce qui compte pour eux lorsque vous demandez un investissement ou participation au niveau de votre stratégie d'investissement et de rétention. Je vais partager des informations et je me focalise sur les organisations d'approvisionnement de services d'avant la pandémie pour identifier pourquoi ces solutions de rétention sont là où se situe l'argent actuellement. Mais il ne s'agit pas uniquement des équipes RH, mais Suzanne va ensuite parler de la méthodologie ROI et on va montrer le cadre en 2 étapes d'évaluation qui a déjà été fourni et on va parler de demander plus de votre stratégie pour arriver jusqu'à la fin. Nous allons fournir des exemples d'études de cas avec des informations de vos propres défis d'innovation, des indicateurs de performance qui ont été identifiés avant de vous montrer comment utiliser les calculs. Cela sera très intéressant comme discussion et on aura la possibilité d'en parler à la fin. Donc, diapo suivante. Donc, vous connaissez déjà ce problème, cette problématique. L'OMS a identifié un problème, a identifié ce défi en 2009. On va faire face à une pénurie de travailleurs, de professionnels de santé. En 2009, il prévoyait 15 millions de plus de professionnels de la santé nécessaires d'ici en 2020. Et depuis, on a entendu beaucoup de médecine de couloir et les taux de COVID-19 nous a frappé aussi et on a maintenant on essaie de se remettre après la pandémie avec le burn-out à travers tous les secteurs, les régions, les agences, les organisations travaillent avec les agences et les coûts de soins deviennent non durables. Donc, je pourrais argumenter que ces défis de RH dépassent le COVID. On en parle depuis beaucoup plus de temps, mais cela n'a pas eu l'attention prêtée que c'était le cas pour le COVID. Si vous cherchez sur Google maintenant, vous avez plus de 25 millions de réponses. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme nous savons, nos systèmes est en crise, situation de crise. Et Colin a dit au début que j'ai plus de 20 ans d'expérience au niveau du ministère des Finances et je suis maintenant partie du ministère de la Santé et une société de consulting dans les coulisses. Et ce défi est tellement important que je trouve la possibilité de former les gens qui se forment sur ce défi. Et comme nous savons, les budgets sont les plus grands à travers tout le pays, tout le Canada. Et les pourcentages les plus élevés de ce budget sont au niveau du travail. Donc, les salaires des médecins, des infirmières, les travailleurs de soutien, il y en a beaucoup de dépenses en matière de système de santé. Et les organisations ont des difficultés en termes de gestion de crise, de réduction. On ne peut pas former, on ne peut pas augmenter les salaires. Et ce problème devient encore plus difficile, est devenu plus difficile suite au COVID. Et Susan va
dire que plutôt que de parler du problème, c'est le moment d'agir. Et nous sommes ravis de voir qu'il y en a 126 équipes qui se focalisent sur les questions de rétention principalement. Cela est très intéressant. Donc, d'où vient ce problème? Cela vient des gouvernements, du PDG, de vos équipes RH. En fait, c'est la responsabilité de vous toutes et tous. Cela a besoin d'un changement au terme de l'investissement envers notre personnel. On veut parler de ce bateau parce que tout le monde parle du recrutement. Tout le monde vole et forme les uns des autres. Il y a le recrutement au niveau international. On parle des encouragements d'avoir plus de diplômés pour attirer plus vers ces rôles. Et oui, le recrutement est important pour remplir ces rôles. Et comme nous aimons dire, la coque est percée. Il y a pas, c'est pas la peine d'embaucher. Nous ne pouvons pas retenir notre personnel. Donc, beaucoup d'entre vous connaissez cette quadruple objectif de se focaliser sur les fournisseurs de santé. On ne peut pas se parler uniquement de la qualité, des aspects financiers. Il faut se focaliser beaucoup plus sur aider à satisfaire nos fournisseurs aussi. Et cela revient à se focaliser sur notre culture, notre capacité de direction. Et aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont on peut développer notre capacité. On va parler d'un retour sur l'investissement parce qu'on n'en parle pas trop souvent de cette échelle unique. Donc, pourquoi la haute direction devait-elle s'en préoccuper? En gros, c'est parce que l'argent qui parle, c'est ça qui tire votre attention. Je vais vous montrer un peu de quelques données des études de cas d'un projet de recherche que j'ai fait lorsque j'étais à Ontario. J'ai travaillé avec l'organisation de services qui avait à peu près 5 000 membres du personnel à travers l'Ontario. Et donc, on a regardé les données pour savoir ce qui se passait dans cette organisation. Et vous pouvez voir les boîtes en rouge. Vous ne pouvez pas lire les chiffres, mais chaque boîte en rouge, c'était un taux de roulement de 50% ou plus. En orange, c'était de 15 à 49% et en blanc, c'est moins de 15%. Et on a regardé ces données pour voir quelles prestations s'en vont, combien par an dans cette organisation. Donc, si vous rentrez dans les détails des infirmières, par exemple, les responsables infirmières, il y en a 10 qui sont partis, les RPM, il y avait 70 qui sont partis. Les travailleurs de soutien aussi sont ceux et celles qui travaillent avec les patients qui quittent l'hôpital. Donc, à travers cette organisation, il y avait un taux de roulement de 30% avant le COVID en 2015. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, une question pour vous. Nous allons avoir Bill va nous montrer sondage maintenant. Est-ce que vous connaissez le taux de roulement de votre organisation? Donc, cette enquête en ligne, oui ou non, est-ce que vous connaissez ces chiffres-là? Ensuite, la question suivante, qu'est-ce que vous pensez que cela va coûter pour remplacer une infirmière? Voilà, vous avez 5 options, je pense. Moins de 10 000, 10 à 20, 10 à 5 à 50 à 75 et plus de 75 000. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que quelqu'un dans votre organisation a quantifié les coûts de roulement? Je pense, puisque nous parlons de beaucoup d'organisations ici qui prêtent attention à cette question, que nos chiffres sont plus élevés dans cet atelier qu'on verrait peut-être ailleurs, mais on va voir les résultats. Donc, je vois les résultats à l'écran. 78% d'entre vous ont déjà participé. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être patienter quelques secondes de plus pour d'autres réponses. Lorsqu'on arrive à 80, on va peut-être arrêter. Une personne de plus. Bien, OK. Je pense que nous sommes à peu près 40-60 avec la majorité qui dit non. Et n'est-ce pas, les taux de roulement, la majorité pense que ça coûte entre 20 à 15 à 50 000 $ pour remplacer une infirmière. Voilà, on voit cette courbe dans cette question. Et la troisième question, est-ce que vous pensez que cela est quantifié? Donc voilà, encore une fois, 40-60% avec 60% qui disent non. Donc merci Bill.
On va passer à la diapositive suivante. Donc là, lorsque j'ai travaillé sur mon MBA, c'est que personne ne parlait de roulement et personne ne calculait les coûts. Donc vous, 40% d'entre vous, heureusement, sont mieux placés que la plupart parce que vous connaissez et vous calculez les coûts et vous en pensez. Donc si on peut passer à la diapositive suivante. Nous voulons aider à expliquer pourquoi cela coûte si cher. Donc, comme j'ai dit, il y avait un taux de roulement très élevé avant le COVID et cela est encore plus maintenant avec des infirmières d'agence qui sont embauchées maintenant. Il nous faut des travailleurs pour remplir ces équipes. Mais c'est difficile pour les équipes d'avoir des collègues qui gagnent 3 fois plus en termes de salaire avec moins d'expérience. Donc, cela contribue au problème. On se sent maltraité. Donc, il y en a peut-être d'autres plus qui partent. Pendant le COVID, il y a eu l'enquête de l'Association des infirmières et de l'Ontario qui avait dit que le taux de départ était de 4-5% contre 15 pendant la pandémie. Et voilà, il y a le lien vers McKinsey là où le personnel de l'hôpital avait un taux de roulement de 18% en 2020 et 27% en 2021. Voilà. Donc la question, c'est de savoir quel est votre taux de roulement dans votre hôpital. Cela se passe en termes de soins de longue durée en pharmacie et autre part. Quel est l'impact sur vos équipes? Donc, il y a deux variables ici, il y a le taux de roulement et le coût de remplacement dont on va parler à la diapositive suivante. Donc, voilà. Donc, les coûts de remplacement, comme on sait, il y en a qui partent à la retraite et d'autres qui partent. C'est cette perte volontaire regrettable. On parle des employés qui partent après la première journée et qui ne sont peut-être pas totalement engagés dans l'organisation. Donc, où est-ce qu'on parle d'attrition? Comme j'ai montré dans l'étude de cas avec l'organisation de fournisseurs de services, il y en a qui partent sous 30 jours. Donc, il y a des signaux d'alarme là avec des coûts élevés, ce qui engendre un stress. Et ça parle de culture toxique. On ne peut pas attirer les employés vers l'organisation. Donc, les coûts de remplacement, Gallup a dit que c'est à peu près 1,5 à 2 fois le salaire. L'Association des infirmières du Canada a dit que c'est 1,2 fois les coûts annuels. Parfois, on parle de 75 millions de dollars, milliers de dollars par infirmier ou infirmière, avec 250 000 dollars pour remplacer un membre de la haute direction. Pourquoi cela est si cher? Il y a toute une liste de coûts directs et indirects que je n'ai pas inclus ici, mais lorsqu'on parle des coûts pour créer, pour assister à des entretiens, faire des vérifications de référence, avoir quelqu'un dans votre équipe, non seulement le leader, l'interprète s'excuse. Ah, voilà. Le son est revenu. En attendant, vous avez un niveau de stress dans l'organisation, un taux d'absentéisme élevé, le burn-out, des risques au niveau de réputation et toutes ces choses très chères qui font partie de ces coûts du remplacement. Donc, la diapo suivante. Nous savons que ces frais sont élevés. Nous savons que cela est important parfois. Il faut remplacer les employés qui sont partis, mais lorsque cela devient une chose à répétition, on commence à se demander qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, si nous allons faire des calculs, nous n'allons pas dire, ah, OK, 200 infirmières qui vont partir à 75 000 dollars par infirmière. Il faut comprendre quelle source d'information peut être crédible. Donc, on va parler de l'Institut du travail qui a fait des choses plutôt intéressantes par rapport à cette question de roulement et de rétention. Donc, le rapport de rétention de 2020 a cet calcul très simple qui demande quel est le coût de votre roulement. Combien d'employés sont partis en 2019 ou l'année en question multiplié par 50 000 dollars. C'est une société américaine US des États-Unis. Et donc, voilà, cela est votre coût de roulement par an. Donc, c'est plutôt simple qu'on calcule et il préconise d'utiliser cette estimation de 15 000 dollars. Et Suzanne va parler de la crédibilité dans les informations fournies pour ne pas faire peur avec des chiffres élevés. Donc, on parle de 15 000 dollars et les chiffres deviennent toujours plutôt élevés.
Comme je vais vous montrer à la diapositive suivante. Donc, 5 000 membres du personnel avec un taux de roulement moyen en 2015 de 30%, c'est-à-dire 1 500 par an. Si on parle en fait de 22,5 millions de dollars par an. J'ai travaillé dans un centre au niveau du réseau d'intégration. Il y avait 14 à l'époque et il y avait 20 de ces organisations avec lesquelles j'ai travaillé dans cette région. Donc, on avait dit un fournisseur de services perdait 22 millions de dollars par an et j'avais en total, à travers les organisations, 6,3 milliards de dollars. Vous pouvez vérifier ces chiffres si vous voulez, mais c'est énorme hein, comme chiffre. Et comme j'ai dit, cette organisation ne quantifiait pas ces chiffres. C'est l'argent qui partait sans être reconnu. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on prenne en compte à la diapositive suivante. Cette dame-là, c'est comme les factures de téléphone, vous vous déplacez à travers les pays, les enfants sont derrière dans la voiture, regarder des films sur leur iPad et les taux, les factures, si vous arrivez à la fin du mois avec une facture de 10 000 de dollars, vous allez tout de suite demander à quelqu'un de faire quelque chose. Mais cela se passe en fait dans nos budgets du travail et personne n'y prête attention. Donc, je veux vraiment vous dire, vous parler de l'importance de cette question. Je sais que nous parlons de dollars soft, mais c'est vrai. Mais si je disais à l'organisation de services, qu'est-ce que vous allez faire avec 22 millions de dollars par an, pas de plus? Et ils répondent qu'ils vont augmenter les salaires, former notre personnel, on va retenir plus d'employés, devenir le fournisseur de soins de choix. Mais c'est l'argent quitte la société à travers les budgets RH en dépenses d'entretien et c'est frais importants. Donc voilà, ce n'est pas visible à qui que ce soit. La diapositive suivante, l'Institut. Ah non, non, je l'ai peut-être retiré, cette diapositive. Mais bon, voilà, le cas, c'est que nous avons l'opportunité de faire beaucoup d'économies et de tirer l'attention des PDG et directeurs financiers pour avoir un impact sur les revenus. Donc, on peut parler des retombées de l'impact, mais aussi des éléments non tangibles aussi. Donc, le point, c'est de faire en sorte que nos équipes finances RH se parlent et pour les permettre de voir la valeur de ces employés qui travaillent dans ces rôles-là sans les perdre. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà quelque chose dont on parle, dont vous parlez dans vos défis d'innovation, vous parlez de roulement, vous parlez de travail conjoint, ces différentes choses-là. Donc, je vous encourage à regarder vos enquêtes d'engagement employé pour comprendre ce que disent ces informations. Je vous dirais de ne pas faire d'autres sondages avant de regarder ces données et partager ce qui s'est passé dans vos dernières enquêtes. Cela va vous donner des indications sur la manière de retenir vos employés. Donc, des entretiens, des employés qui restent, c'est pas la peine d'attendre qu'ils partent. Il faut avoir des discussions avant qu'ils s'en aillent, des entretiens, des entrevues de rétention. Je vous invite à faire en sorte que cela soit une chose régulière et parler des idées de solutions avec vos équipes parce qu'ils connaissent les défis. Il y a des organisations qui nous disent ce dont ils ont besoin et cela vient en fait de comprendre ce dont vous avez besoin au niveau des organisations, mais il est bien de parler avec vos équipes de manière directe. Donc voilà, c'est un problème qui coûte cher, mais ce n'est pas inévitable. L'Institut de recherche Gallup nous dit que 52% des employés qui partent disent que leur gestionnaire aurait pu faire quelque chose pour les empêcher de partir tout en parlant. L'Association des infirmières a parlé il y a quelques années des stratégies de rétention, de planification de l'effectif, mais en fait des choses ensuite spécifiques, le mentorat, le soutien en santé mentale, les services de garde d'enfants, planification de la relève, des opportunités de croissance. Ce sont ces choses-là qui comptent pour les employés et on peut y faire des investissements à ce niveau-là. Donc, je pourrais argumenter qu'on examinait un indicateur spécifique
ce problème a besoin d'une stratégie personnelle. On a des départs, ce qui pourrait être notre moment de grand réveil. Si on commence à penser à nos employés, on parle de résilience, de travail flexible et à distance. Les employés demandent plus de leur travail et s'en vont s'ils ne reçoivent pas de réponse. Donc, il est essentiel pour nous de penser dans ces organisations, comment développer des cadres, des cultures et avoir un endroit, un lieu moderne où on veut rester. Donc, il faut tirer l'attention de la haute direction et y mettre des ressources. Donc, je vais maintenant passer la parole à Suzanne qui va nous parler du monde ROI. Merci, Raylene. Et certaines de ces stratégies des différentes manières d'augmenter les niveaux de rétention et réduire le niveau de roulement. Cela sont distribués à travers les initiatives sur lesquelles vous travaillez au niveau de ces défis. Donc, je vous félicite déjà de tacler cette question de différentes manières et vous touchez là où il faut penser à parler de ce problème et à développer ce problème. Donc, je vous félicite. Bon, pour vous parler de ROI, le retour sur l'investissement. On va rapidement parler. On me demande de conformer ma langue d'oration à l'anglais. Désolé, un petit souci technique. On va parler de cette question à un niveau élevé. C'est un processus, un cadre qu'on s'applique et les utilisateurs de notre méthodologie l'appliquent avec des initiatives RH de manière continuelle pour démontrer la valeur et l'impact et le retour sur l'investissement de ces investissements. Et vous pouvez apprendre comment développer les capacités au niveau de votre organisation pour apporter cela au niveau de votre organisation en tant qu'outil de prise de décision. Donc, la valeur de votre initiative dans le développement d'une histoire de réussite, c'est une chose que je veux vous souligner d'ici jusqu'à la date de soumission, le 8 février, afin de faire en sorte que votre haute direction participe à ce processus avec les prévisions de de retour sur l'investissement. C'est quelque chose qui attire leur attention, mais la stratégie, on peut espérer, l'espoir ne peut pas être une stratégie, on peut espérer que les choses vont devenir vont s'améliorer, mais on ne peut pas mettre quelque chose en place tout en espérant que cela va marcher. J'espère que je vais aujourd'hui vous donner une stratégie pour mettre quelque chose en place qui va vous permettre de mettre quelque chose en place qui va montrer la valeur ou prévoir la valeur dès le début plutôt que d'espérer uniquement. C'est un processus d'amélioration de méthodologie qui va souligner où votre initiative est faible, a besoin d'être modifiée. Peut-être on considère les 12 étapes à facile et je peux vous diriger tout de suite vers la page 4 du document qu'on vous a venu envoyer. Et l'ROI, c'est la mesure ultime. On s'appelle l'Institut ROI, Retour sur l'investissement, mais je veux me focaliser ou je veux que vous vous focalisiez sur les différents niveaux de données qui sont critiques à la réussite de votre programme. Oui, le retour sur l'investissement compare le coût de votre initiative avec les avantages en termes des finances de votre initiative pour l'organisation. Donc, l'impact de l'initiative, comme Raylene a dit, comporte non seulement les mesures non financières aussi, et la diapositive suivante peut vous montrer. En plus de ce retour sur l'investissement, nous avons des avantages non financiers qui découlent de ces initiatives. Et on va en parler un peu aujourd'hui. Et je veux que vous focalisiez là-dessus aussi, parce qu'en termes de services de santé, parfois, il y a plus d'impact là que l'impact en termes des finances. Donc, quel est le retour sur l'investissement? J'ai dit qu'il s'agit d'une mesure légitime. Cela définit en comparant le coût d'une solution aux avantages financiers. On va voir la méthodologie en 12 étapes, fournit un processus solide et crédible pour nous permettre d'y aller.
pour définir les initiatives, les solutions, pour rassembler les données, les convertir en valeur en termes des finances, isoler les mesures de l'impact pour définir les calculs de retour sur l'investissement aussi. Pourquoi cela est important? Voilà, je partage ce message avec tout le monde. Si un arbre tombe dans la forêt, il n'y a personne qui est là pour l'entendre. Est-ce que cet arbre fait un bruit? On a tous entendu, toutes et tous entendu cela, mais vous pouvez penser de cette question en termes du travail que vous faites. Si vous mettez en œuvre cette initiative pour réduire le roulement, augmenter la rétention, si vous n'avez pas de manière crédible de démontrer que cela avait fait cela, a créé cet impact, fait cette amélioration et peut-être générer un retour sur l'investissement positif. Est-ce que cela en a vraiment? Si on ne peut pas démontrer cela, est-ce que cela a vraiment cette valeur? C'est une chose à prendre en compte. Donc, Excellence en Santé Canada vous a envoyé notre guide en 12 étapes faciles. On va en parler très brièvement aujourd'hui. Donc, on l'a aussi sur la page 4. On peut passer à la diapo suivante. Donc, la première étape de cette méthodologie, c'est la question pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on met en place cette initiative? Pourquoi est-ce qu'on investit de l'argent dans cette initiative d'amélioration? Dans votre situation, eh bien, votre taux de roulement, votre coût de remplacement et votre taux d'absentéisme, par exemple. Pourquoi? C'est votre pourquoi. C'est pour ça que votre RCI, le rendement du capital investi, peut être cher, peut coûter cher. Demandez plus. J'avais un médecin-chef à Ottawa qui m'a dit qu'il dépensait plus de 500 000 dollars dans le développement du leadership. Et ça, c'est pré-Covid. Ils ont dit, on a aucune idée si ça fait une différence ou pas. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucune idée si ça crée une différence ou pas. C'est ce que Méline dit aussi. Donc, c'est là où nous voulons que vous arriviez avec votre initiative. C'est de pouvoir prouver que votre initiative a vraiment apporté une différence. Donc, il faut avoir une approche commune aux solutions. J'ai volé l'expression de Raylene, ne trébuchez pas avant la ligne d'arrivée. Et pour cela, il faut construire un processus d'évaluation pour pouvoir montrer que vous avez vraiment franchi la ligne d'arrivée avec succès. C'est un excellent format que nous avons ici. Vous devez être en mesure de multiplier le résultat. Vous pouvez le faire vous-même et démystifier le processus au lieu d'avoir quelqu'un d'autre le faire pour vous. Il faut aussi un cadre d'évaluation pour intégrer cela à votre initiative et pour vous assurer que les résultats sont obtenus. Voici donc la méthode de calcul du RCI que vous pouvez voir sur votre écran. Vous avez 12 étapes. On ne va pas en parler en détail aujourd'hui. Donc, preuve de la valeur, retombée et RSI dans le domaine de la santé. Ça doit se passer parce que nous faisons tellement d'excellent travail, vous faites tellement de travail excellent, mais il faut de l'argent pour le faire. Donc, il faut passer d'une position où on ne parle pas d'argent à une mentalité de RCI parce qu'on a besoin d'argent pour effectuer tout cela. Et bien sûr, il faut investir l'argent dans les bons endroits, dans le système de la santé, dans les hôpitaux qui fournissent un bon service de santé. Il y en a tellement. Certains sont là, ils existent déjà, certains d'autres doivent être créés. Et donc, il faut montrer que la rétention est en train de s'améliorer, mais aussi dire voici l'impact financier de cela. Voici
ce qui va en fait élever votre initiative vers la position d'investissement. Nous parlons de la chaîne d'incidence. Pour toute initiative, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle suive cette chaîne d'incidence. Et je vais très brièvement vous en parler et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Tout d'abord, donc, le premier maillon de la chaîne, c'est la réaction. La réaction de tout le monde, depuis les hauts directeurs aux personnes qui vont mettre cela en œuvre et l'utiliser au sein de l'organisation. Les nouveaux programmes, les nouveaux processus, peu importe ce que c'est que nous mettons en œuvre, si on n'a pas un niveau élevé de réaction par rapport à ça, avant même de le mettre en place, et là on va dire, il est probable, heu, sûr qu'on va pas réussir. Et donc après cela, on doit apprendre des choses, peut-être mettre de nouvelles initiatives, de nouvelles idées. Donc il y a une composante d'apprentissage et pour cela, il faut avoir des données. Il faut des données qui vont prouver que cet apprentissage était réussi. C'est-à-dire montrer que les gens ont appris des choses et que ça a résulté en un changement de comportement. Et puis, à mesure qu'on avance, il faut aussi constater si les personnes sont en train d'utiliser ces innovations, ce nouveau processus, ces idées innovatrices ou pas. Et bien sûr, dans le milieu du travail. C'est à ce moment-là qu'on peut arriver à l'isolation des effets du programme et d'arriver à des retombées ou un impact. Si on ne fait pas ça de la sorte, on ne peut pas s'attendre à un impact. Il faut aussi voir comment les données sont utilisées, à quelle fréquence, afin de créer l'impact qu'on recherche. Et c'est pour ça que la mesure critique qu'on vous a demandé tout à l'heure, qu'on vous demande pour ce changement, pour ce programme de changement, est très important. Quel impact sera généré par votre programme si les personnes auxquelles vous le présentez sont emballées, veulent commencer à l'utiliser et l'utilisent? Donc ça va créer de l'impact. L'impact peut être tangible ou intangible. Si l'impact est tangible, eh bien, on peut le transformer ou le convertir en valeur monétaire. Si c'est intangible, on doit le laisser comme tel. Mais les bienfaits intangibles qui peuvent résulter de vos programmes sont aussi précieux que les éléments, les résultats tangibles. Je vais vous donner un exemple rapide. Si vous trouvez 6 mois après la mise en place de votre programme qu'il y a une réduction en RSI, combien de cette réduction est due à votre programme? En fait, lorsqu'on dit isolation des effets du programme, c'est ce qu'on va calculer et ça va vous donner beaucoup de crédibilité auprès de votre haute direction. Il y a un énorme problème, il y a plusieurs initiatives qui vont en parallèle pour résoudre ce problème. Donc isoler votre propre initiative est vraiment clé. Donc très rapidement, la méthodologie, a 12 étapes. Donc la première étape donc commence par le pourquoi. Dans cette organisation, l'absentéisme du personnel coûte 10 000 $ par mois et donc les ressources humaines n'ont pas besoin de calculer le nombre de personnes absentes, ils connaissent ce nombre. Alors il faut une analyse robuste. Pourquoi est-ce que cela se passe? Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça veut dire pour planifier les résultats. C'est l'exemple d'un hôpital et il y avait donc l'impact, le besoin, donc le besoin de l'organisme, dû au taux d'absentéisme imprévu du personnel infirmier de 9 %, donc le taux de référence est de 5 %.
Pour le rendement, donc pas de discussion entre une infirmière ou un infirmier gestionnaire et les infirmières et infirmiers en cas d'absence imprévue. C'est du personnel qui continue à prendre des jours de congé, par exemple, même s'ils n'en ont plus. Et il faut une analyse pour déterminer s'il y a une déficience dans l'analyse. Le gestionnaire des infirmiers a décidé de tout simplement ne pas le faire, ou peut-être il ne savait pas comment le faire. Des fois, cette conversation est difficile à aborder avec les personnes qui s'absentent. Et donc, il faut déterminer le besoin et trouver la bonne solution pour remplir cette faille-là. Et donc, l'infirmier gestionnaire doit acquérir certaines compétences pour mener ces discussions et pour le faire de manière réussie. Une fois qu'on a sélectionné la bonne solution, donc on s'attend au succès. Quels sont les objectifs de votre initiative? Je vais vous montrer les objectifs que cette organisation a mis en place durant la chaîne d'incidence. Donc, il voulait qu'une note 4 sur 5 les infirmiers ont créé un petit sondage pour le faire. Et donc, maintenant, ils savent comment faire cela dans un contexte hospitalier. Et donc, l'application qui s'est faite, c'est la discussion de consultation pour 95 des absences imprévues. L'impact ou les retombées, c'est une bonne réaction, c'est-à-dire les retombées de cet apprentissage et de l'application de cet apprentissage est de voir la réduction de l'absentéisme entre 5 à 5% en 6 mois après la mise en œuvre du programme. Et puis, il faut calculer le RSI. Il faut collecter les données. Des fois, cette collection de données devient difficile. On ne sait pas quelles données est-ce qu'on doit collecter, etc. Mais l'objectif nous aide un peu à raffiner cela. Et ceci est situé au niveau 3, action et mise en œuvre. Pour la collecte de données, je vais passer très rapidement parce que vous allez recevoir des copies et il y a plus de détails dans ce guide qu'on vous a envoyé, mais des instructions typiques qu'on utilise pour la collecte de données pour montrer le succès de nos initiatives sont, très rapidement, sondage, test, questionnaire, entrevue, groupe de discussion, observation, dossier de rendement. Donc, ce sont vos données d'impact. Quel est votre bénéfice maintenant? Lorsqu'on a posé la question, 60% ont dit qu'ils ne savaient pas quel était le bénéfice de leur institution et donc on devrait en fait le savoir. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut réfléchir et travailler avant d'évaluer votre initiative. Il faut connaître le chiffre d'affaires des institutions, il faut les connaître. Diapo suivante. Assurer la crédibilité, c'est la prochaine étape de cette méthodologie. On l'appelle l'analyse des données pour la rendre crédible. Tout d'abord, il faut isoler les effets du programme dont j'ai parlé tout à l'heure. Combien ou quel impact est-ce que vous avez sur le chiffre d'affaires? Il faut pouvoir convertir cela en valeur monétaire et c'est assez facile de le faire. Calculer la valeur de cette initiative, calculer le RCI. Et bien sûr, si on ne peut pas traduire en valeur monétaire, il faut les laisser telles quelles. Il faut les laisser en valeur intangible. L'isolation des effets du programme, c'est en fait prendre toutes les parties de la tarte
il y a plusieurs techniques qu'on utilise pour isoler les retombées ou l'impact. L'idéal, c'est l'utilisation d'un groupe de contrôle. Si on crée ce groupe, faisant partie de notre organisation, pour notre hôpital ou pour un groupe d'hôpitaux, en tant que pilote, projet pilote, ça permettrait de comparer l'amélioration, le potentiel d'amélioration du groupe par rapport à d'autres groupes qui n'ont pas encore reçu ce programme. Deuxièmement, ça parle de tendance de données sur le rendement, mais typiquement, ça ne se passe pas forcément pour le chiffre d'affaires en général. Ce sont les 2 méthodes les plus crédibles si on peut les utiliser. Si on ne peut pas les utiliser, il faut pouvoir trouver des estimations crédibles pour le programme. Voici un exemple d'étude de cas. Un modèle, si je peux dire ça comme ça, que vous pouvez utiliser pour votre initiative. Et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure sur l'écran. Pardon. C'est sur la page 22 des documents qu'on vous a envoyés. Donc, si on va à la prochaine diapo, on va le voir. Donc, la réduction du chiffre d'affaires ici a été traduite en valeur monétaire et ça peut se faire pour toutes vos organisations. Il faut bien sûr surligner les coûts du programme. Combien ça a coûté pour mettre en place tout ce programme? Ici, par exemple, c'est 222 000 et les gains financiers ont été 436 000. Si on compare les coûts par rapport aux gains financiers, on trouve un ratio qui nous dit que pour chaque dollar qu'on investit, nous avons 1,96 $ de chiffre d'affaires. Et pour le RCI, on obtient 86% de rendement. Donc, cette équation nous a permis de calculer ces nombres. Donc ça, c'est tangible. Maintenant, nous avons des avantages intangibles. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Est-ce que vous pouvez revenir un peu à l'arrière? Ce que vous avez mentionné très important. Donc, il y a une différence entre le RCA et le RCI. Est-ce que vous pouvez expliquer cela? Pour le RCA, c'est comparer les gains par rapport aux coûts. Et c'est un calcul qui est très utilisé. C'est-à-dire, ça nous permet de savoir combien on gagne pour chaque dollar qu'on investit. Alors, si on veut l'exprimer en tant que RCI, c'est-à-dire en termes de pourcentage, c'est ce même calcul, c'est-à-dire on déduit les coûts des gains et divisé par les coûts. Si vous faites cette division rapide, vous allez trouver que c'est aussi possible de prendre le 1,96, de déduire 1 dollar et d'arriver au même résultat de 96. Ceux qui font des évaluations veulent bien, en général, montrent les deux. Merci, Suzanne, d'avoir clarifié cela. Si vous allez au slide, à la diapositive précédente, donc
En fait, vous avez ça expliqué aussi à la page 22, mais si vous allez à la page 21, la page d'avant, vous allez trouver un modèle vide dans lequel vous pouvez mettre toutes les informations relatives à vous pour pouvoir faire votre propre calcul pour votre propre programme. Donc, je voulais juste clarifier ce point-là. Merci. Merci. On va maintenant passer. Diapo suivante. Donc, on a parlé des bienfaits financiers, des gains financiers, mais il y a aussi d'autres gains non financiers, intangibles, qui contribuent à améliorer le chiffre d'affaires, mais aussi la rétention. Et ces choses-là ont un grand impact. Ça n'a pas uniquement à voir avec l'argent ou une réduction d'absentéisme qui est aussi monétaire. Ça impacte des choses comme le burn-out ou la dépression d'épuisement, l'empathie, l'atmosphère du travail, la sécurité, qui est aussi une valeur hautement monétaire. Si on met en place un programme de sûreté, de sécurité, on va récolter beaucoup d'avantages intangibles. Et je vous suggère, pour toutes vos initiatives, d'essayer d'identifier quels sont ces bienfaits, quels sont ces gains intangibles qui seront récoltés à travers votre initiative. Je vais vous montrer cela à la page, pardon, je cherche la page 20 du document qui vous a été donné. Au centre de la page, connecter les intangibles. Ce programme vous permet d'améliorer vos points intangibles pour soutenir votre programme, pour le renforcer. Il est aussi critique pour votre programme de pouvoir communiquer les résultats, de pouvoir raconter votre histoire. Et là, je suggère que vous essayez de prédire, donc ensemble, quelles améliorations seront faites, quel retour sur investissement ou quel rendement du capital sera fait pour chaque dollar que vous dépensez. Et puis, communiquer toute cette histoire-là à votre direction, à votre haute direction. Et la dernière étape, dont on pourra parler une autre fois si vous voulez plus d'informations, c'est optimiser les résultats, c'est-à-dire utiliser tout ce processus comme processus d'amélioration pour déterminer qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc le petit exemple que j'ai partagé avec vous sur le coût de l'absentéisme par mois est quelque chose que vous pourriez utiliser pour votre présentation. Vous pouvez collecter certaines de ces données au préalable, faire une petite projection. Donc, pour donc la pertinence de cela, beaucoup ont dit que c'était important, que ça et qu'ils avaient l'intention de les utiliser. Vous pouvez aussi faire usage de capacités et de les mettre en place. Donc, les capacités qui ont été acquises par les infirmiers ont été utilisées et ils ont eu un impact. L'impact, c'était de réduire, ce n'était pas 5, en fait, c'était 4,5 en 6 mois. Et ça s'est traduit en beaucoup d'argent. Un argent qui a été économisé par l'entreprise, par l'organisation. Puis on a calculé notre RCI et
Donc, pour les infirmiers gestionnaires, c'était de 25 000 $. Les avantages étaient de 60 000 $. Donc, le RCI était de 140%. Donc, très brièvement, je voulais vous dire que lorsqu'on utilise cette méthodologie, je l'ai fait aussi à la page 21 dont vous disposez, c'est que pour que cette méthode reste crédible, il faut qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire, on compare des initiatives les unes aux autres en utilisant le même processus. Il faut rester cohérent. La perception par rapport à la réalité. Donc, ici, vous devez prendre votre initiative à travers ce défi pour que vous arriviez à être perçu, non pas en tant que coût, mais en tant qu'investissement. Dans l'exemple que nous avons vu, il était peut-être difficile de demander 222 000 $, qui n'existaient peut-être même pas. Les coûts sont en général réduits, contrôlés, parfois même éliminés. Donc, financer des choses comme ça sont souvent difficiles. Et donc, si vous êtes perçu en tant que coût et non pas investissement, vous allez perdre votre crédibilité et très probablement perdre les coûts, perdre cet investissement, en fait. Nous voulons garder nos infirmiers, nos professionnels en santé, mais pour le faire, il faut bien expliquer que lorsqu'on dépense 222 000 là-dessus, c'est en fait un investissement pour pouvoir les garder. Les investissements doivent être protégés, doivent être augmentés et protégés. Si ça permet de réduire le stress, de garder vos professionnels, eh bien, ça va donner envie de continuer à financer cela. Lorsqu'on commence de parler de financement, et lorsque vous allez expliquer que c'est un investissement en l'organisation et non pas un coût, la relation va nettement s'améliorer. Alors, votre défi est que d'ici le 8 février, vous présentiez à vos hauts directeurs de tout cela. Comment est-ce que vous allez présenter, mettre en œuvre et obtenir des fonds pour votre donc innovation? Et je vais laisser la parole à ma collègue pour en parler. Et merci Susanna pour votre présentation. Bravo, ma chère collègue de l'Ontario, du Saskatchewan. Ce qu'on va présenter aujourd'hui, en fait, est un modèle que vous pourrez utiliser pour ce défi le 8 février, même si vous avez déjà un autre modèle qu'on a partagé avec vous. Le modèle qu'on va partager avec vous aujourd'hui est très simple. Ça va vous permettre d'adresser les défis maintenant et au-delà, parce que toutes ces problématiques ne vont pas partir tout simplement à la création du programme. Et on a besoin de tout le monde pour, de mettre les ressources nécessaires pour pouvoir retenir notre force ouvrière, notre personnel en santé, de les garder. Et donc, je vais vous montrer très brièvement comment faire cette analyse de rentabilisation. Tout d'abord, il faut définir le problème, le pourquoi. Et c'est pourquoi on vous a présenté la partie qu'est-ce que j'ai à gagner de cela? Comme exemple, par exemple, le roulement qui nous coûte une certaine somme peuvent être redirigés ailleurs.
Le taux de rétention peut aussi être calculé à travers des outils AI. Vous pouvez avoir plusieurs outils. Vous pouvez utiliser, identifier les bienfaits tangibles et non tangibles. Donc, ce calcul sera unique. Vous pouvez calculer l'impact. Qu'est-ce que vous voulez réaliser en 6 mois? Par exemple, estimer vos retombées annuelles. Vous pouvez aussi faire une évaluation sur 1 an pour montrer, par exemple, l'objectif auquel vous voulez arriver par rapport à votre staff. Puis évaluer pour voir si vous créez une différence ou pas. Nous travaillons avec un hôpital à l'Ontario durant le Covid. Donc, ils ont identifié les cas de burn-out, les cas de dépression, d'épuisement. Et, ils ont essayé de prévenir cela à travers des conversations qu'ils ont menées avec leurs équipes, avec leurs infirmiers, infirmières et infirmiers. Donc, on a fait assurer un coaching pour leurs infirmiers gestionnaires pour qu'ils sachent à leur tour discuter donc avec le personnel en santé, avec les infirmières et infirmiers. Et donc, on a organisé un déjeuner qui était bien bénéfique. Est-ce qu'on va le refaire? Ça dépend. En général, on pense que ce genre d'initiatives sont un succès. Vous pouvez utiliser de plusieurs outils pour les aider à franchir la ligne d'arrivée. Vous pouvez aussi assurer un coaching et les guider vers un changement de comportement. Vous pouvez demander à vos équipes de faire cela à 90% du temps. Si on peut réduire l'absentéisme, on va gagner de l'argent. Bien sûr, vous pouvez faire les calculs que Susanna vous a montrés. C'est une équation très simple qui vous aide à être crédible. Je sais qu'on vous a donné énormément d'informations aujourd'hui. Si on passe à la deuxième partie de ce modèle, donc quelles sont les recommandations, quelles sont les attentes? Testez-le, regardez si quelque chose manque, essayez de prévoir le RCI, essayez d'anticiper, voyez si vous pouvez le répliquer, essayez de voir quand est-ce que les choses vont se passer. Donc, vous pouvez aussi préparer un plan d'isolation pour évaluer les retombées. Et bien sûr, vous avez des annexes qui peuvent vous aider à préparer tout ça. J'espère que ce sera un modèle d'analyse que vous pourrez utiliser dans le futur. Donc, notre appel à l'action pour vous, je suis ravi qu'au moins 40% d'entre vous connaissent vos taux de roulement, mais il reste 60% qui doivent aller chercher des données. On a des calculs très simples dans notre dernière diapositive qui vous montre comment calculer les taux de roulement. Si vous ne pouvez pas faire cela pour toute votre organisation, considérez votre équipe. Parfois, il est difficile de rassembler ces données. Donc, il faut estimer vos économies et les avantages suite à l'intervention. Diapositive suivante. Calculer les frais d'intervention, calculer le retour sur l'investissement prévu, partager votre cas commercial qui va changer les idées au niveau de l'organisation pour considérer le personnel comme un investissement plutôt qu'un coût. Et diapo suivante. Vous pouvez aider à prouver la valeur des données et les impacts, et le retour sur l'investissement de votre solution. Et vous pouvez démontrer ce que vous pouvez faire pour modifier ou répéter si vous trouvez que cela marche. Je sais que on vous a donné beaucoup de données. Je parle rapidement, j'ai mon excuse auprès des interprètes.
Vous pouvez vous mettre en contact avec moi. Je suis coach, je suis là. On sera là pour vous aider à répondre à vos questions dans la demi-heure qui suit, mais nous sommes aussi disponibles pour vous aider à comprendre aux besoins et on fait plus de formation suite à ces ateliers sur le retour sur l'investissement et d'autres ateliers. Donc, on peut vous aider à développer votre stratégie personnelle. Je pense que c'est la dernière diapositive. Ah, voilà, sondage de fin. Je ne sais pas si vous voulez faire cela tout d'abord. Maintenant, mais on veut savoir si cela est pertinent et si vous allez utiliser cela. Donc, ces données sont importantes pour nous. Et par rapport à d'autres diapos, il y a des coordonnées, nos coordonnées. Et voilà, cette dernière diapositive qui vous montre comment faire les calculs de ressources dans l'investissement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en contact. Et je pense que nous avons gagné 5 minutes en fait, parce qu'on parle si vite. Merci beaucoup, Raylene et Suzanne. Il y en a beaucoup d'informations et on en est très reconnaissant avec cette démystification, comme vous dites, parce que je sais que souvent, lorsqu'on parle de retour sur l'investissement et lorsqu'on parle avec différents individus pour parler de l'impact de ce que l'on fait, on veut parfois voir cela en termes d'impact financier et donc on est précis voir cette démonstration de l'impact là pour parler des structures et des outils pour permettre à différentes équipes de mettre cela en place. Et je pense que les outils, non seulement pour ce défi de l'innovation, parce que nous sommes entourés par des personnes qui sont très engagées, ils voient l'impact positif de dans la rétention des effectifs actuels. Et je pense que les équipes pourraient dire, ah, il y en a trop d'informations là, mais en fait, cela donne aux équipes la possibilité de comprendre que l'on peut travailler avec nos équipes de direction aussi, parce qu'il s'agit d'un investissement plutôt qu'un coût. Donc, on peut voir cela. Donc, merci vraiment beaucoup. Donc, oui, nous avons suffisamment de temps pour des questions. Je vais faire défiler la boîte de clavaudage. Donc, il y a une question de Tara sur les coachs et Bill. On a déjà parlé du fait que nous avons des séances de formation par groupe de prévues pour la fin de ce mois-ci. Et si vous voulez nous envoyer un mail, on va veiller à ce qu'on ait organisé les modèles, les enregistrements seront partagés. Je cherche pour voir s'il y a autre chose. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations ici. Je vois Raylene et Suzanne et l'on veut regarder ce guide qui a été partagé. Et encore une fois, il y a beaucoup d'appréciation, beaucoup de reconnaissance. Et bien sûr, Tara, on peut coordonner ce que l'on peut faire par rapport à votre réunion de formation aussi. Chantal, je vois que votre main est levée. Donc, allez-y, vous avez la parole. Bonjour, merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, tout à fait, formidable. Merci à vous toutes les deux. Je suis Chantal Leclerc. Je suis coach au niveau de l'excellence en santé Canada. En termes de retour sur l'investissement, je me demande à quel niveau vous conseillez de faire les études. Donc, en termes de taux d'absentéisme, je peux regarder les coûts directs, on peut les quantifier. Est-ce que vous conseillez d'aller plus loin? Donc, par exemple, nous savons qu'en réduisant les taux d'absentéisme, on va peut-être réduire l'effet contre néfaste. Si on peut éliminer les erreurs, cela est un coût supplémentaire. Donc, si vous aviez à rajouter d'autres analyses, est-ce que vous conseillez d'avoir une deuxième phase? Ça, on connaît par exemple déjà. Il y a les frais qu'on peut éviter, qu'on pourrait rajouter à ce retour sur l'investissement aussi. Donc, vous allez jusqu'où là? Cela fait partie de notre phase de préparation lorsque vous êtes en train de choisir votre solution et définir les objectifs.
il s'agit de comprendre quel sera l'impact de ce programme. Nous savons que cela aura un effet positif sur le taux d'absentéisme. Et ensuite, si on réduit ce taux, on va aussi réduire des erreurs. On va augmenter la qualité. On aura ces différents avantages qui vont découler de ce processus. Je vais tout inclure si cela est significatif. Sinon, on peut les rajouter, mais sans les calculer en termes de valeur monétaire. Mais si on va réduire le taux d'absentéisme et en s'y faisant, on va réduire d'autres frais au niveau de l'organisation, que ce soit les erreurs, la qualité et ainsi de suite. Oui, oui, tout de suite, on peut les inclure, surtout si vous allez parler avec le comité de direction pour dire que cette initiative va réduire les taux de roulement et d'absentéisme. Et en plus, nous savons, suite à nos recherches au niveau de l'organisation, que ces autres impacts auront lieu aussi. Oui, tout à fait. Merci Chantal. C'est une question excellente parce qu'on parle d'une stratégie personnelle. On fait cela pour la culture, pour les équipements, l'engagement et ainsi de suite en espérant avoir un niveau de sécurité élevé et de satisfaction. Donc, tout est lié dans cette masse réunie. Si on peut les isoler pour dire, OK, nous allons passer 6 mois à venir sur le développement du leadership et on se focalise sur 10 leaders au niveau de cette équipe parce qu'ils ont un problème et on parle de roulement à ce niveau-là, le taux d'absentéisme, ces éléments qui ont un impact au niveau des finances pour les isoler. Et ensuite dire, OK, on va peut-être parler de l'employé du mois, différentes choses en termes de culture. Et ensuite voir où on a vu un impact. On pouvait peut-être demander à votre équipe pour dire, OK, on a fait 5 choses pour vous aider à améliorer. On a eu l'employé du mois, on a eu des systèmes chauffage dans un bâtiment. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact pour vous? Et ensuite, votre équipe, c'est pas très précis parce qu'ils vont peut-être dire tout, mais il y aura peut-être une personne qui a dit les services de garde des enfants. C'était peut-être la chose qui a eu le plus d'impact pour moi. Mais globalement, on a vu ces différentes choses. Donc, en fin de compte, cela n'est pas important si on garde nos employés. On ne saura peut-être pas exactement la chose, mais les choses toutes réunies pourront avoir un impact. Donc, on peut parler de dollars et les choses non tangibles, mais tout réuni va nous permettre d'atteindre ce qu'on cherche à faire. Est-ce que cela a répondu à votre question? Est-ce que cela a répondu à votre question? Oui, oui, merci. Je vais revenir, je vais vous donner un exemple. Donc, la partie, on a parlé des indicateurs, les initiatives qu'on avait présentées. Il y avait, parmi les indicateurs, il y avait les améliorations de qualité. Il voulait augmenter le nombre d'initiatives mises en œuvre et terminées à partir de ces groupes. Combien d'initiatives sont ressorties des groupes et ont été mises en œuvre? Il voulait augmenter ces chiffres-là. Donc, j'ai parlé en termes de retour sur l'investissement pour augmenter le nombre d'initiatives en termes d'amélioration de qualité. Très bien. Ensuite, au niveau suivant, il faut comprendre l'impact sur l'organisation. On a mis en œuvre peut-être A, B et C. Le coût de A était tel ou tel chiffre, B et C aussi. Donc, quel était l'impact pour l'organisation? Donc, voilà un exemple de prendre quelque chose comme la question à l'origine pour dire oui, on va réduire les taux d'absentéisme, mais voilà, quels seront les autres impacts? C'est ça, on veut considérer cela plus. Donc, plus on peut isoler de manière crédible au niveau de nos programmes, cela vous donne plus d'opportunités d'avoir plus de financement ou de continuer un financement. Cela, je ne pense pas qu'un PDG sera ravi d'entendre qu'on a eu une réunion où on a augmenté les initiatives de qualité de 10%. Ils sont intéressés à entendre que ces 10% qui ont été mis en œuvre ont créé tel ou tel impact. Donc, c'est ça le message qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, c'est de prendre vos initiatives
Et je dis qu'il faut commencer à chercher de l'argent sans être poussé. Les économies qu'on fait au niveau de ces initiatives, non seulement en termes d'amélioration, en termes de qualité, de sécurité, quelles sont les économies au niveau de l'organisation? Cela attire l'attention de tout le monde. C'est une bonne question, Chantal, et merci beaucoup à Raylene et Suzanne aussi. Et on a d'autres questions dans la boîte de clavardage. Donc, une question de Justin. Donc, on apprécie la présentation. Pour parler de cette dernière diapositive, il y a les calculs de taux de roulement. Est-ce qu'il y a des calculs suggérés en termes de frais de taux de roulement? Oui, je vais répondre à cette question. Donc, on parle de ce taux de roulement. Donc, parfois, on parle des chiffres en moyenne des effectifs du mois de janvier, de décembre, et ensuite, on fait les chiffres en moyenne pour ces chiffres exactement. Il y avait 257 au mois de janvier, 283 en janvier, donc en moyenne, c'est 270. Donc, 51 infirmières sont parties, donc 71 divisé par 270. C'est un roulement de 19%. Donc voilà, le taux. Donc ensuite, on a parlé pour cette organisation qui avait 5 000 employés. Donc un taux de roulement de 30%, c'est 1500 employés. Donc voilà, on sait qu'il y avait 51 infirmières qui sont parties. Donc ensuite, on a dit, est-ce qu'il s'agit de 75 000, 10 000? En moyenne, on dit entre 50 et 75. C'était ça, les chiffres. Donc, l'Institut du travail dit 15 000. C'est simple, c'est crédible. Donc, 51 infirmières et infirmières. Vous pouvez faire les calculs, mais on ne veut pas faire trop peur avec ces chiffres-là. Chaque centime de dépensé, c'est quelque chose qu'on ne dépense pas sur autre chose. Donc, on veut garder ces infirmières. Je dois, plutôt que les remplacer et les faire apprendre ces différents frais y afférents. Donc, j'espère que cela répond à votre question. Merci Raylene et n'hésitez pas à compléter la réponse si vous voulez, Dustin. Danès, qui est aussi un coach, a mis un bon commentaire sur le chat. Il a dit donc que si vous faites ça pour la première fois, ça peut être difficile, mais lorsque vous préparez votre deuxième projet, donc les choses ont tendance à devenir plus faciles. Et donc aussi que la collecte de données, c'est la partie la plus difficile. En effet, si vous n'avez pas défini vos objectifs au début, vous n'allez pas savoir quelles données vous avez besoin de collecter. Parce que l'objectif définit où est-ce qu'on veut arriver et quelles données quelles données vont nous aider à aller là où on veut aller. Excellent, je ne vois pas d'autres questions. Mais donc, nous avons un sondage à vous présenter, un sondage de fin. Merci beaucoup pour cette session. Donc, je sais que Bill va arriver très, très rapidement pour nous guider sur donc les opportunités. Donc, comment engager la haute direction aussi. Peut-être on va remettre donc la présentation. Donc, je crois que oui, donc à la fin de la présentation, il y avait un sondage de fin. Donc, je donne la main à Bill pour qu'il nous prépare ça. Oui, je crois que Bill va lancer un sondage pour donc évaluer les connaissances. Donc, est-ce que le contenu présenté aujourd'hui est pertinent pour votre organisation? Avez-vous l'intention d'appliquer le contenu qui a été appris aujourd'hui? Et est-ce que vous pensez qu'être en mesure de calculer le RCI et de le démontrer pour les personnes stratégiques va vous donner donc l'attention dont vous avez besoin?
Et puis, est-ce que vous voyez de la valeur à construire ces compétences pour votre équipe? Donc, merci beaucoup pour votre participation. C'est très énergisant de voir ça. J'espère que donc toutes ces stratégies vont vous apporter de l'espoir et de la compétence donc pour réaliser vos projets. Oui, pour nous, donc l'espoir qui est renforcé par les preuves scientifiques est très, très puissant. Oui, merci encore une fois, Raylene et Suzanne. Oui, donc les réponses ont eu beaucoup d'impact, donc merci énormément. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté parce qu'ils ont d'autres engagements, mais nous voudrions aussi partager quelques informations avec vous. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer tout ça par email. On va vous envoyer aussi les résultats du défi dinosaure et ceux qui l'ont remporté. Donc, on va aussi vous parler du défi Impact. On va vous dire quelles équipes ont reçu les prix. Pour le mini défi, pour la mobilisation de la haute direction, donc c'est prévu pour le 8 février. Et puis, vous allez avoir le rapport trimestriel numéro 2 pour le mois d'octobre, novembre, décembre, le 31 janvier. Et donc, on va vous annoncer des choses très intéressantes. On est très, très content qu'on a pu augmenter le nombre des prix pour les opportunités futures. Ça va augmenter vos chances de remporter un de ces prix. On va vous présenter une capture d'écran pour cela, donc vous présenter cela de manière brève. Et puis, on vous invite à vous joindre virtuellement à l'événement de célébration du 19 mars pour toutes les équipes. J'espère que vous serez nombreux et que donc il y aura des succès comme c'était le cas pour le défi dinosaure. Comme j'ai déjà mentionné, donc la date limite de soumission du rapport trimestriel est le 31 janvier. ESC calculera la note à mi-parcours de l'équipe après la combinaison du pourcentage d'augmentation entre les données de référence et les données communiquées par l'équipe. On vous encourage vivement à soumettre ces données. Donc, nous avons aussi le mini défi prix mobilisation de la haute direction. Donc, on va vous donner le modèle qui est aussi disponible en ligne. Dans le modèle, vous allez pouvoir créer des stratégies pour engager, pour mobiliser la haute direction. Et donc, on va vous aider tout au long de la préparation de ce défi et j'espère que cette session vous a aidé vers cet objectif. J'espère que vous allez utiliser le RSI pour renforcer votre plan, votre stratégie. Restez toujours à l'écoute pour recevoir les informations sur votre boîte email très bientôt. Merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je donne la parole à Colline. Merci à tout le monde qui s'est joint à nous aujourd'hui. Merci aux coachs, merci aux juges qui aident à soutenir les équipes, à apporter l'innovation, le changement à vos pratiques pour aussi soutenir le personnel en santé. Merci beaucoup pour les discussions engageantes. Merci Raylene, merci Suzanne.
J'espère que cette session était informative et intéressante pour la plupart d'entre vous. Bien sûr, vous allez recevoir un email de suivi avec les liens, avec le lien de cet enregistrement et les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions et on a hâte de vous retrouver durant ce défi dans le futur. Merci à tous.